enregistre. C'est l'enregistrement qu'on met sur la médiathèque. D'accord. Bien. Nous t'écoutons. Merci beaucoup de cette invitation. Tu as vu, Christian, que j'ai répondu oui tout de suite, parce que ça me faisait plaisir aussi d'intervenir dans une réunion que tu as organisée. Les questions de médecine, de technologie, d'éthique m'intéressant, comme beaucoup d'entre nous. Et je t'ai proposé cyber-risque de l'aîné fragile et agisme numérique. Alors, j'ai travaillé un petit peu cette question avec Sergei Bouke, qui est à l'université de Leyde, le spécialiste de la cybercriminalité, d'autant que c'est mon gendre. Donc j'ai eu accès à sa vision un peu internationale. J'ai trouvé ça pas mal. Alors, je définis ce que je vais dire aujourd'hui. Cybercriminalité, c'est l'ensemble des activités illégales effectuées par l'intermédiaire d'Internet. Et puis, je définis ce mot qui n'existe pas, cyber-risque, comme le risque d'être victime de la cybercriminalité. Le secteur santé est une cible délibérée de la cybercriminalité. Alors, voyons quelques exemples. Premièrement, l'escroquerie financière et le vol. Les soins de santé sont une cible lucrative pour les pirates informatiques. Avec rançonnage, c'est le problème pour les hôpitaux, notamment les hôpitaux britanniques, qui, au bout de 3 jours, 4 jours de blocage du système, finissent par payer. C'est autour de 50 000 € et reprennent leur boulot derrière rapidement. Donc c'est un commerce qui marche très très bien, avec des difficultés pour les pouvoirs publics d'être très actifs, mais on en reparlera dans un instant. Et les menaces persistent et les cybercriminels deviennent plus créatifs en dépit d'une meilleure connaissance par les organisations de soins de santé au niveau de la direction du financement nécessaire pour se protéger. En fait, les hôpitaux, les systèmes de santé mettent de l'argent pour mieux se protéger maintenant qu'ils n'ont été. Alors, autre exemple, l'espionnage d'État. Par exemple, l'année dernière, le système santé de Singapour a été piraté. Les pirates ont violé 1,5 million de dossiers médicaux. Et en fait, l'objectif, c'était de chercher dans ce 1,5 million de dossiers celui du Premier ministre qui intéressait les pirates. Et puis, troisième exemple, l'activisme politique. Vous avez déjà sans doute entendu parler du groupe de pirates informatiques, qui est un collectif qui s'appelle Anonymous, et qui a attaqué un hôpital de Californie, près de Boston, parce qu'il voulait protester contre les soins de santé fournis à certains patients. Il voulait combattre l'injustice. Il y avait une guerre au sujet de certains soins. C'est un hôpital d'enfants. Et les familles étaient opposées au corps médical qui s'était fait aider par la justice. Donc il y avait une sorte de conflit. Mais enfin, c'est allé assez loin. Que sont les hackers? Les hackers, ce sont les États, ce sont des mafieux, ce sont des joueurs, ce sont des geeks, ce sont des activistes. Et je vous montre la photo ici de Martin Gottesfeld, 34 ans, dans le Massachusetts, qui se réclame lui aussi du collectif des Anonymous Hackers. Il attaque, c'est un déni de service, on verra tout à l'heure ce que ça veut dire, le Boston Children's Hospital et le réseau Wayside House and Family Support pour soutenir une famille qui s'oppose aux soins de son enfant. Je viens d'en parler.
10 ans de prison, 443 000 € d'amende. C'est pour dire qu'il y a certains pays où c'est très très puni. Il y a d'autres pays où il n'y a pas grand-chose. Autre exemple, les aînés peuvent être des victimes collatérales des cyberattaques des systèmes de santé. Dans le Daily Telegraph, le Télégraphe, on parle d'un virus qui a été très connu, qui maintenant fera partie de l'histoire, je pense, WannaCry, qui était une attaque qui a été particulièrement nette en Angleterre. En fait, voici la carte mondiale de l'attaque de WannaCry en mai 2018. Ça fait pas très longtemps. C'est un exemple tout à fait intéressant qui est donc repris par les spécialistes de la cybercriminalité. Vous voyez en haut à gauche, c'est l'écran en caractère probablement chinois ou japonais que se partageaient les Anglais, les Américains. Donc, impossible dans un hôpital de travailler avec des écrans comme ça. Donc, gros problème. Les pays qui ont été touchés, ça a été d'abord la Russie, alors qu'on sous-entend que la Russie est souvent actrice de cyberattaques. Enfin, ça se fait un peu partout. La Russie, les États-Unis, le Canada, la France, quatrième cible, l'Ukraine. Alors cette cyberattaque, elle dure une semaine dans le monde entier, du 12 au 19 mai 2018. Et on a des statistiques concernant la santé en Grande-Bretagne, mais on ne les a pas en France. Alors en Grande-Bretagne, ça a perturbé 1% des soins, ce qui est beaucoup quand on fait partie du 1%. 19 000 rendez-vous ont été annulés. Ça a coûté en rançon 20 millions de livres. Et puis après, il a fallu nettoyer le système informatique. Ça a coûté 72 millions de livres. Et il y a eu 200 000 ordinateurs touchés. Alors, les rançons sont demandées aux institutions en bitcoin. Et après un an, on s'est rendu compte que c'était les Nord-Coréens qui avaient organisé cette attaque. Et dans l'article du Telegraph, il y a la cyberattaque WannaCry a touché des entreprises du monde entier, notamment Renault, qui n'a pas fait une grosse pub, et FedEx, qui est quand même une grosse boîte aussi, et a détruit des milliers d'ordinateurs. En France, on a peut-être un avantage, c'est que de temps en temps, on est top-down. De temps en temps, on a des décisions d'en haut qui vont vers le bas. Est-ce que ça nous protège ? On commence par protéger les organismes d'État. Donc l'État commence par protéger les organismes d'État. Et vous voyez qu'il y a une politique de sécurité des systèmes d'information assez solide, avec toute une chaîne fonctionnelle de sécurité où on a pour chaque ministère, pour chaque établissement lié à la fonction publique, des personnes tout à fait chargées de la sécurité. Dans un hôpital, il y a donc un AQSSI, qui est l'autorité qualifiée de sécurité des systèmes d'information, et on a même des responsables, etc. Est-ce que ça nous protège ? Ce n'est pas impossible que ça nous protège dans les hôpitaux, en tout cas. Mais pour revenir au monde du vieillissement, les seniors sont connectés. Pourquoi ils sont connectés ? Ça a été très bien dit par Anne-Marie hier. Famille, loisirs, dématérialisation des services administratifs, finances, etc. 86% des plus de 55 ans dans une enquête qui a été faite pour Kaspersky, qui fait un antivirus que vous connaissez, qui est d'ailleurs une société russe, pour un organisme international d'enquête, B2B International, fait cette enquête. Donc 86% des plus de 55 ans ont Internet. 35% des plus de 55 ans y consacrent un minimum de 20 heures par semaine. Donc on est plutôt dans une époque où on est sur Internet quand on est vieux. La majorité des gens sont sur Internet quand ils sont vieux.
16% des vieux connaissent une victime d'escroquerie en ligne parmi les plus âgés de leur famille ou parmi leurs amis. Une autre enquête pour une assurance qui est parue en 2017 montre en Angleterre, qui a pas mal travaillé là-dessus, plus d'1 million de personnes âgées ont été dupées par des fraudeurs. 73% des plus de 45 ans ont déclaré avoir été la cible d'une escroquerie et sur ces 73%, 6% sont tombés dans le piège. Je pense qu'il doit y en avoir plus. Mais bon, 8% dans la même statistique des 75+, se disent victimes. 25% se sentent vulnérabilisés, bien que restant branchés. 75% des 45 ans plus restent malgré tout positifs sur le bénéfice d'Internet. 66% déclarent l'utiliser chaque jour pour leurs finances. C'est le premier bénéfice reconnu par les vieux. Quand on leur demande quel est l'intérêt de l'ordinateur chez vous, ils vont dire c'est que je peux gérer un peu mes finances. C'est en tout cas dans l'enquête de Grande-Bretagne. Alors, le contact avec les fraudeurs s'est fait par courriel dans 73% des cas. Donc, c'est les mails piégés qu'il ne faut pas ouvrir, vous savez, en pièces attachées. Sinon, vous êtes virusé. Ou par téléphone, 60%. Ce qui est bon. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin. Alors, au Canada, en 2012, il y a eu une action qui a été faite par l'État canadien en prenant l'exemple de 4 escroqueries en ligne qu'on va voir tout de suite. La première, c'est la fenêtre flash proposant la fausse mise à jour de l'antivirus. Donc, vous avez une fenêtre flash qui s'ouvre, votre antivirus n'est pas à jour. Oh là là, je clique dessus, paf, je me fais avoir. Deuxième piège, message urgent de votre institution financière réclamant vos codes. C'est arrivé à tout le monde, hein, ça aujourd'hui. Ça s'appelle l'hameçonnage. C'est l'escroquerie par hameçonnage. Troisièmement, les services de rencontres en ligne. Et oui, à notre âge aussi, voilà. Quand l'amour fait vraiment mal, dit le Canadien qui a rédigé le site internet que j'ai vu. Les jeux en ligne, vous êtes voué à l'échec, absolument. Alors, finalement, la conclusion sur ce site, c'est l'âge ne devrait pas être un obstacle pour profiter de chaque nouvelle technologie. Vous devez seulement être conscient que, peu importe l'âge que vous avez ou que vous ayez, il y a un type d'escroquerie, probablement plusieurs en fait, conçu spécialement pour vous. Pour vous. Plus vous êtes en mesure de reconnaître les risques, plus vous serez en sécurité lorsque vous naviguerez en ligne. Mais il y a aussi la question des objets connectés qui sont des pièges. Ça a généré toute une nouvelle famille d'attaques qu'on appelle les attaques par déni de service. En anglais, si vous faites la littérature en anglais, c'est DOS attack, ou Denial of Service attack en anglais. C'est une attaque informatique ayant pour but de rendre indisponible un service, d'empêcher les utilisateurs légitimes d'un service de l'utiliser, et ça atteint aussi vos objets connectés et les objets connectés. Donc ça intéresse la télémédecine aussi, je pense. Alors, j'ai trouvé l'histoire ici de la cyberattaque de 2016 contre DIN, qui est l'histoire référente pour l'universitaire que j'ai contacté, qui me dit c'est l'histoire exemplaire. 21 octobre 2016, attaque par déni de service, des DOS, de plus d'1 téraoctet par seconde visant le service DIN Managed DNS. De nombreux sites utilisent ce service comme Twitter, eBay, Netflix, GitHub, PayPal. Et pendant plusieurs heures, ces services sont inaccessibles. Pendant 7 heures, c'est énorme. Les attaquants se sont servis d'objets connectés piratés comme des caméras de surveillance infectés par le logiciel malveillant Mirai. Le département de la sécurité intérieure des États-Unis a lancé une enquête et c'est le groupe d'activistes HA baptisé New World Hackers qui a revendiqué l'attaque sur Twitter le 22 octobre 2016.
ça pourrait être des hackers amateurs. Je ne sais pas si on a trouvé finalement. Mais ça va plus loin. Vous vous souvenez des élections de M. Trump? Et dans les élections de M. Trump, on a dit « Oh là là, Facebook a joué un rôle très négatif ». C'est l'opinion que peuvent avoir les gens qui n'aiment pas Trump sur le résultat. Et en fait, il y a une belle étude qui vient de sortir dans Science Advances cette année, en 2019, et qui montre que les vieux ont joué un rôle énorme dans cette affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? À gauche, vous avez les gens qui ont transmis les fake news sur Facebook. Ce sont des républicains, plus que des démocrates, mais aussi des indépendants. Mais ce qui est dramatique, c'est à droite, regardez l'histogramme des âges, ce sont les plus de 65 ans qui ont été le véhicule essentiel des fake news qui font que Trump est président de la République, semble-t-il. Alors, autre élément, intéressant de voir le caractère des vieux qui ont transmis les fake news, les vieux comme moi, hein, bon, ce sont plutôt les conservateurs ou les très conservateurs, alors que les libéraux ou les très libéraux sont très peu enclins à transmettre ces fake news. J'ai trouvé ça intéressant de montrer que dans cette société, les choses sont complexes et que les vieux victimes peuvent aussi être, sans doute sans le savoir, mais peut-être en le sachant, j'en sais rien, hein, des vecteurs des difficultés. Donc ne soyons pas dans l'angélisme par rapport au vieillissement. Le quart des vieux de la société a des responsabilités, il faut qu'ils sachent les prendre aussi. L'agisme, il définit par Butler en 1969, lors d'un interview au Washington Post conduite par un journaliste. Et alors en langue française, c'est Martine Lagacé, une québécoise qui a été la première à parler d'agisme en 2010, qui a écrit dessus en tout cas, même si le mot existait peut-être. Moi, ce que je voudrais faire, parce que dans les quelques minutes qui me sont concédées, et je remercie de pouvoir vous parler de tout ça, mais je ne vais pas aller dans les détails de l'agisme, même si ça a été suggéré tout à l'heure. Merci en tout cas des paroles que tu as dit tout à l'heure pour moi. Comme je l'ai dit, j'étais rouge dans mon coin. Mais c'est vrai que je voudrais donc vous dire les points essentiels que je vois sur agisme, éthique, cyberattaque, etc. D'abord, je pense qu'il faut distinguer la question de l'Internet, que je viens largement de développer, de la question de la gérontechnologie, dont on a parlé en bien ou en mal depuis hier. Donc c'est bien et c'est mal en même temps, on est d'accord sur cette ambivalence. Mais je crois qu'il faut en parler aussi. Alors vous avez entendu parler, en France en tout cas, il y a quelques jours, des soupçons de maltraitance dans un EHPAD. Les enfants de la nonagénaire avaient-ils le droit de filmer sa chambre en caméra cachée? C'est grâce à cette caméra qu'on a trouvé l'aide-soignant malveillant qui a été viré, mis en prison, etc. Donc ça pose quand même une question. L'œil de Caïn ou l'œil d'Abel? La caméra dans la chambre du résident âgé était absolument inéthique. Elle pourrait devenir légale, comme en Chine, où elle est obligatoire en EHPAD. Je me suis un peu intéressé aux EHPAD en Chine, puisque j'ai conseillé un groupe qui s'installe en Chine actuellement. Et dans les unités Alzheimer, les caméras sont obligatoires dans chaque chambre. Alors nous, ça nous choque. Nous, bien pensants, ça nous choque. Ça m'a beaucoup choqué. Mais après l'histoire qui vient de se passer, grâce à la caméra, on a trouvé un criminel. Et l'opinion publique a été totalement inversée. Et maintenant, je ne serais pas étonné qu'on trouve normal de mettre des caméras dans les chambres. Quand je faisais de la télémédecine, j'en reparlerai un petit peu, il y a plus de 20 ans que j'ai fait ça, j'ai continué ensuite, mais c'est surtout il y a 20 ans que j'ai travaillé là-dessus.
on s'interdisait de mettre des caméras dans les chambres intelligentes qu'on avait dans l'hôpital. On avait plusieurs chambres intelligentes qui nous permettent de tester. C'était pour de la recherche, hein, c'était pas pour autre chose. Mais on s'est autorisé à mettre des caméras thermiques qui communiquaient avec un ordinateur, et c'est l'ordinateur qui lui-même nous donnait les résultats en disant il y a danger ou il n'y a pas danger. Mais on ne voyait pas le monsieur tout nu ou en train de se faire des gentillesses ou des choses qui se passent dans la chambre. Donc, on peut avoir ce que j'appelle l'éthique structurelle en matière de gérontechnologie. On peut avoir des règles éthiques dans la structuration du système lui-même, embarqué, si vous voulez. Et après, on n'en parle plus. Là, c'est pas de cette éthique-là. Il est évident que l'opinion publique peut changer sur une histoire comme ça. Et dans l'ambivalence permanente de ces technologies qui ont été très bien soulignées tout à l'heure, ça peut être bien, ça peut être mal. Vous savez, le marteau, ça permet d'enfoncer un clou, ça permet de tuer son voisin. Ben, tout dépend de l'usage qu'on en fait. L'éthique, c'est l'usage qu'on en fait. Alors, pour faire court, il faut distinguer dans la question de l'agisme ce qui concerne les droits, et c'est le gros paquet qui est à gauche, et l'éthique qui est plus petit comme paquet. Il y a plus de problèmes de droit que de problèmes d'éthique, à mon avis, par rapport à ces technologies. En France, informatique et liberté, droit à l'image, RGDP, etc. On a tout ce qu'on veut, on a des droits qu'il faut respecter. La question éthique est plus mineure. Enfin, elle se pose quand même avec des principes comme l'autonomie du consentement, l'intimité, la vigilance, la responsabilité. Une autre remarque qu'on peut faire, ça c'est quand vous parliez de télémédecine tout à l'heure, on a entendu des tas de choses très bien, je suis allé chercher une photo qui date de 1997 à gauche. C'était un vrai domicile, une vraie malade qui sortait de mon service, qui était chez elle. Un vrai technicien de France Télécom qui nous avait fabriqué les appareils qui sont là, qui ont encore de la gueule. Hein. Bon, on en avait 3. Et puis une vraie fille. Et on voit le médecin d'HAD qui est sur l'écran là-bas. Et c'était les premiers écrans plats. Ça n'existait pas, les écrans plats. Et France Télécom, devenu Orange, nous avait mis un écran plat. Et c'est simplement pour vous rappeler que dans ces questions de télémédecine, on avait été très sensible. D'ailleurs, on avait écrit un bouquin en 2000 qui est paru, qui est malheureusement épuisé. Et on avait consacré une partie sur les aspects juridiques et éthiques avec Michel Frossard, dont j'ai la photo ici, paix à son âme. Il est mort trop jeune, il était prof d'économie. On avait un laboratoire interuniversitaire entre l'économie et la médecine pour développer la télémédecine. On avait fait énormément de choses. Je suis content de voir que 20 ans après, ça commence à marcher. Mais bon, il n'y a pas eu énormément de progrès, mais ce qui compte, le progrès majeur, c'est les acteurs qui sont devant moi qui mettent maintenant en marche ces questions-là. Mais l'éthique était présente. Et à ce moment-là, on avait distingué, en gros, si vous voulez, ces 3 paquets dans l'éthique. L'éthique structurelle, qui concerne la sécurité, le secret, la fidélité, c'est embarqué dans le système. Il faut y penser une fois pour toutes, mais après, quand on y a pensé, on n'y touche plus. Mais c'est quand même de l'éthique. À l'opposé, à droite, vous avez l'éthique relationnelle, c'est-à-dire comment, avec ces outils, vous êtes dans la relation éthique médicale. Télémédecine, c'est de la médecine. Je suis très heureux de voir que 20 ans après, on continue à le dire. La télémédecine, c'est de la médecine. Donc la relation avec le malade, que ça soit directement ou à travers un écran, il y a beaucoup de champs où c'est la même chose, je peux vous le dire. Pourtant, j'adore la clinique, hein, mais je peux vous dire que ça marche. Eh bien là, le principe d'autonomie, d'intimité, de vigilance, de responsabilité, là, vous pouvez les utiliser avec la télémédecine ou sans la télémédecine. Et puis, n'oublions pas le paquet du milieu ici, qui est la question des bonnes pratiques. Il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre éthique, qui sont uniquement des bonnes pratiques de la médecine, des bonnes pratiques de la technologie. Ne mélangeons pas tout, d'accord ?
Sachons distinguer ce qui est du droit, on l'a vu tout à l'heure, mais à l'intérieur de l'éthique structurelle, c'est le système, l'éthique relationnelle, c'est la médecine, mais surtout les bonnes pratiques. Par exemple, on avait, il y a 20 ans, une règle qui est que dans le studio de télémédecine qu'on avait dans le service, quand on était en contact avec un patient, sur l'écran, on appuyait sur un bouton, ça allumait une lumière rouge, on ne rentrait pas dans la pièce. Parce que de facto, le studio de télémédecine était devenu en une seconde la chambre du malade. Et on ne rentre pas dans la chambre du malade, comme Sophie, tu le disais très bien tout à l'heure, en donnant un coup de pied dans la porte. Donc là, le studio, qui était une pièce qui servait à plein d'autres choses, mais quand on se branchait en télémédecine, c'était un studio. Et on allumait la lumière rouge et personne rentrait. Ou alors on tapait à la porte et on se présentait en entrant. Par exemple, j'ai fait des sessions pour entraîner les gens à faire de la visioconférence médicale. Il y a des règles. Quand vous êtes 2 ou 3 d'un côté et puis qu'il y a le malade et l'infirmière de l'autre à la maison de retraite à 40 km, vous devez vous présenter. Vous devez vous présenter les uns après les autres. C'est de la politesse, c'est une bonne pratique, ce n'est pas de l'éthique. Voilà ce que je voulais vous dire. Je n'irai pas tellement plus loin. Je voudrais rendre hommage à Christian Hervé. Heureusement, il est revenu, sinon il aurait raté cette diapo. J'adore l'article qu'il a écrit en 2001, qui s'appelle « Les risques d'une application aveugle du principe de précaution en médecine » avec Moutel. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Nécessité de prendre en compte les acquis de l'éthique médicale dans l'élaboration du droit de la santé. Grâce à cet article, on n'est pas obligé d'utiliser le principe de précaution, qui est un emmerdement et un non-sens. Grâce au principe de vigilance, on a des outils. Eh bien, c'est ce principe qu'il faut utiliser en télémédecine pour éviter les erreurs, l'agisme. Je pense que c'est un des principes les plus importants de la télémédecine. Alors, je vais conclure. Le cyberrisque est inhérent à l'usage du numérique. Il est structurel du système et des services d'information et communication, mais aussi dépendant de l'usager et croît avec sa vulnérabilité. Deuxième conclusion, le cyberrisque ne doit pas faire renoncer aux bénéfices du numérique qui vont croître encore dans les années qui viennent, comme moyen de compensation et de prévention face aux défis de l'âge. Ce sont des outils précieux. Le cyberrisque implique la pratique permanente par tous les acteurs du principe éthique de vigilance de Moutel et Hervé. Et enfin, la vigilance est la seule voie qui permette d'éviter l'agisme dans l'usage du numérique, essentiel chez les aînés. Voilà, avec un petit clin d'œil à ceux qui ont rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme dont on vient de fêter les 70 ans. Merci de votre attention. Vous avez sûrement des questions à poser. En voici une. Visiblement d'une personne qui n'est pas totalement, enfin, aussi âgée que moi. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre intervention. Ma question n'est pas forcément spécifique aux personnes âgées, mais vous avez parlé des attaques par déni de service sur les objets connectés. Est-ce qu'il y a eu des occurrences de ce genre d'attaque pour des dispositifs médicaux connectés? Oui, il y en a eu, notamment, enfin elles sont bien recensées en Angleterre, où il y a une littérature là-dessus. Alors je n'ai pas les détails, mais je sais que ça s'est fait. Il faut faire attention aux objets connectés. Donc, en France, on est très prudent, tellement prudent qu'on a mis 20 ans à installer la télémédecine, mais peut-être que ça nous servira un jour. Voilà. Ça nous rend peu agile. En télémédecine, on est quand même un peu contraint dans la pratique. Dieu sait s'il y a des choses qui peuvent aller vite. Mais bon, l'histoire montrera que c'est peut-être de la prudence. Voilà. Il faut redoubler de prudence, quoi. C'est vrai que quand vous faites une photo en dermato, que vous l'envoyez en dermato par le mail, bon, il ne se passera pas grand-chose, mais ce n'est pas une bonne pratique. Il faut crypter, je veux dire qu'un jour, peut-être qu'on nous le reprochera. Et c'est tentant, hein. C'est très, très tentant.
D'autres questions? Profitez-en, vous avez le professeur Franco devant vous. Je vous ai assommé. Non, pas du C'est tout. peut-être l'heure qui veut ça. Non, c'est très bien. Bien, mais alors... Qu'est-ce que tu penses du principe de vigilance? Pour une fois que je te tiens. Moi, je suis très content parce que on en discutait tout à l'heure. Nous, on a été depuis 30 ans dans un positionnement qui est que les praticiens eux-mêmes devaient, quelle que soit leur discipline, bien entendu, avoir un avis et participer au débat éthique. C'est-à-dire que leurs pratiques mêmes sont des pratiques sociales, ils se doivent de les évaluer. Et dans cette évaluation, bien entendu, c'est le principe de vigilance dont tu parlais. C'est-à-dire que les comités d'éthique qui risqueraient éventuellement, et d'ailleurs beaucoup de nos collègues américains, canadiens, Janine Fortin, je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle, il y a un certain an, dénonçaient les comités d'éthique qui, en définitive, s'arrogeaient une réflexion éthique aux dépens des professionnels. Les professionnels ne se posant pas ces questions et les déléguant en définitive au comité. Et c'est pour cette raison que des comités d'éthique nous apparaissent souvent peu fonctionnels. Et d'ailleurs, bien souvent, les personnes qui en font partie, quelquefois, s'auto-retrouvent et prétextent même quelquefois leur appartenance, alors que c'est une fonction et ce n'est pas du tout un titre. Eh bien, au contraire, qu'il y ait des comités d'évaluation et de vigilance nous apparaît beaucoup plus important. Et c'est comme ça qu'on a essayé de fonder ce qu'on appelle l'éthique des pratiques, tout simplement, des pratiques en médecine ou en recherche, qui permet dans ce cas-là de se baser sur l'évaluation, donc sur une vigilance qui doit être méthodologique, avec des sciences humaines, qualitatives, qui permettent d'autant plus dans le domaine de la relation, de la rencontre, d'avoir une réflexion particulière. Et c'est ce qu'on a réussi à développer avec nos collègues canadiens dans des interfaces un tout petit peu, et dans la plupart des réunions que nous faisons tous les ans, comme ici, de l'Institut international de recherche en éthique biomédicale, eh bien, on fait venir des praticiens et on leur demande par rapport à leurs pratiques quels sont les problèmes éthiques sur lesquels ils sont confrontés, alors que, et bien sûr de manière interdisciplinaire, alors que bien souvent, moi de mon temps, c'est-à-dire quand j'ai commencé, la réflexion éthique était revendiquée de manière monodisciplinaire par la philosophie ou par le droit, un peu moins par la sociologie. Et rarement ces trois éléments se retrouvaient dans une évaluation multi- ou interdisciplinaire qui permet, comme on vient de le dire, il n'y a pas une technologie qui soit à 100% excellente. Toutes les technologies ont leur côté négatif. Donc on est dans quelque chose de très médical, je trouve. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, et par rapport à tel patient, par rapport à telle pratique, dans tel lieu. Et c'est vrai, comme le disait Sophie Moulias tout à l'heure, en fonction des différents endroits où on se trouve, peut-être que les solutions ne sont pas les mêmes. Et vouloir que ce soit les mêmes solutions risque, au niveau économique, de nous poser beaucoup de loin. Donc, y compris l'économie rentre bien entendu dans cette réflexion que les professionnels doivent avoir avec les autres. C'est un peu ça notre principe de vigilance tel que j'ai essayé de le fonder et auquel Grégoire Moutel adhérait également. Voilà. Donc tu penses que le principe de vigilance est bien à sa place bien entendu, en télémédecine et en gérontechnologie. Bien entendu, avec une argumentation multidisciplinaire. Il est 12 moins le quart. Est-ce que Sophie... Ah pardon. Mylène. Je voulais revenir sur les caméras dans les chambres des EHPAD, je crois que vous appelez ça. Chez nous, on appelle ça des CHSLD.
nous aussi, on a vécu au Québec, donc l'ambivalence de ce qu'on allait faire avec tout ça. Puis finalement, effectivement, l'opinion publique et la maltraitance faisant son œuvre, malheureusement, le choix a été de dire, ben, on va y aller avec les caméras, puisque l'IPAD, chez nous, le CHSLD, est un milieu de vie. Et si le citoyen chez lui a droit d'avoir une caméra de surveillance pour sécuriser sa maison, pourquoi ne pourrait-il pas avoir une caméra chez lui? Mais vous avez, de façon très élégante, évité de vous prononcer vous-même sur la question. J'aurais aimé vous entendre sur ce que vous en pensez de l'introduction comme telle des caméras dans ce milieu de vie. Oui, j'ai dit qu'au début de mes recherches, il y a une vingtaine d'années, ça nous avait immédiatement interrogés et qu'on avait fait le choix de mettre des caméras où on ne voyait pas l'image, mais la température simplement, je veux dire, pas les traits des gens. Aujourd'hui, ça fait un peu bizarre. Je crois qu'aujourd'hui, on met des vraies caméras, mais surtout, on met des analyses d'images et on n'est pas obligé de vendre l'image qu'on voit. L'essentiel, c'est que l'ordinateur voit l'image et puisse dire il est tombé par terre, il s'est fait mal, il est anxieux, il est triste, il est heureux. Bon, il y a des tas d'applications pour lesquelles il faut prendre toutes les précautions. Donc, je crois que si on charge structurellement l'application technologique de ces principes éthiques, du respect, de l'intimité, etc., après, la machine fait ce qu'elle veut. Donc, il y a tout un pan, si vous voulez, qui est réglé de cette façon-là. Par contre, ce que vous dites là, vous abordez les caméras visage, où on reconnaît les gens qui circulent, ouais, et où il y a l'hôtesse à la porte d'entrée qui voit très bien les gens qui circulent dans le couloir, et la veilleuse de nuit qui voit que Madame Durand, à 3h du matin, va voir Monsieur Dupont, voilà, ce qui se fait assez couramment dans les EHPAD. Et ça pose un vrai problème. Je pense qu'il faut vivre aussi avec son temps, et vous l'avez très bien dit aujourd'hui, et l'actualité en France, en tout cas, nous a fait basculer l'opinion publique. Il faut considérer que c'est un outil et qu'il faut s'adapter, il faut être pragmatique. Et je crois qu'on peut rester tout à fait éthique si on met des bonnes pratiques dans l'utilisation de l'image. Et donc, on fait basculer le plus possible de choses éthiques, de dilemmes éthiques, dans le champ des bonnes pratiques, parce que là, on peut mettre des règles. L'éthique, non. L'éthique, elle reste interpersonnelle. Donc, il faut bien faire attention à faire basculer les problématiques, quoi. Est-ce que c'est juridique? Est-ce que c'est clinique? Est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est spirituel? Spiritualité, ça compte pas mal dans le champ du vieillissement. On n'en parle pas beaucoup. Mais quelquefois, on mélange l'éthique et la spiritualité. Non, c'est pas pareil. Et je plaide en télémédecine pour un chapitre de bonnes pratiques, parce qu'il y a même plus de besoins en télémédecine de bonnes pratiques qu'il n'y en a dans la clinique habituelle. Je veux dire, on peut très bien faire la clinique un peu comme ça, olé olé, l'essentiel c'est d'être un bon médecin, mais par contre, quand on fait la clinique à travers la télémédecine, on doit respecter les bonnes pratiques. C'est peut-être une bonne école, c'est peut-être une chance pour progresser.